les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Aikin en tant que podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Aujourd'hui, mon cher Seb, on est là. Et en plus, c'est la 50e émission de Aikin dans ton podcast. Incroyable. Franchement, c'est fou. Ouais. On s'est lancé en 2023 en se disant, bon, on verra. Et là, on est déjà à 50 émissions. 50 émissions officielles du podcast. Classique, hein, ouais. On va dire classique, ouais. Voilà. Bonjour mon cher Jazz, parce Oui, que bah, on va se dire bonjour quand même, bonjour, si on est à côté, on a mangé ouais, ensemble, ouais. etc. Ce qui est cool, c'est que les auditeurs ne savent pas, on va faire un petit fun fact de production de podcast, Oui. c'est qu'on fait 80%, 90% de nos émissions, on les fait à distance, Oui. et c'est vrai que on a quand même les caméras quand on enregistre, mais il y a toujours une demi-seconde. On se voit pas, on se rend pas compte, mais il y a souvent une demi-seconde de latence, des fois voire un peu plus. Et ça peut donner l'impression que je te coupe la parole. C'est plus souvent moi qui te coupe la parole d'ailleurs que toi, parce que toi t'es un peu plus long à réagir. Mais boum, allez, et avec la queue, il frappe. Référence à l'actrice italienne. J'étais plutôt moi sur des références martiales, mais si tu tiens à ça, vas-y. Voilà, ouais. Et mais on pourra me dropper le film dans lequel on a vu tout juste avant l'enregistrement. Non, mais tout ça pour dire que le présentiel, ça reste cool. On n'a pas toujours les moyens de le faire. Ouais. Et c'est vrai que là, logiquement, ça devrait avoir un truc plus fluide parce que on se voit, je vois ta réaction, je sens quand est-ce que je peux prendre La main, la parole, la perche. la perche. Ouais, la perche. Voilà. Vas-y, je vais te couper. On est chill, là, on est au petit thé, on a la petite verveine. Oui, se chauffer la voix. C'était un verveine. café. C'était un café, puis je me suis planté. Il y aura peut-être un café pour le prochain épisode, mais voilà, qui sait. C'est ça. Parce que, fun fact, Ouais. le prochain épisode qui va arriver dans 2 semaines, Ouais, il y aura le même décor derrière. Je vous le dis. exactement. Ce beau décor avec... Ouais. il y a une porte ouverte. J'ai oublié de fermer la porte, mais c'est pas grave. Je vais la cacher avec ma carrure. Bref. Vas-y. Ouais. Bon, alors juste pour rappel, hein, ce podcast, il est disponible un peu partout, hein, à la fois sur les plateformes de streaming. Tu dis ça dès le début? Et oui, dès le début, Incroyable. voilà. Attends, Oh là 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 là. mais aussi sur YouTube. Donc, Oui. Alors, en Vous le podcast, voilà. Mal rasé, mal coiffé. Avec la moustache, voilà. La stache mou, quoi. La stache mou. Donc, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast et sur YouTube, commentez, appuyez sur la cloche. Et nous, ça nous fait toujours plaisir que vous commentiez nos vidéos. Tu peux regarder là, il est là. Je peux regarder là. Le petit, non, tu vois, parce à que moi, côté, je entre regarde le là, point je blanc me et le vois point comme ça, transparent, mais non, tu peux regarder les gens j'ai dans pas les yeux, l'habitude, quoi. voilà. Et ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, comme vous voulez. En tout cas, vous êtes vraiment extraordinaire parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de commentaires. Ouais, c'est ouf. Sur le Discord, c'est génial. Ouais, on a commencé à prendre un bon rythme. On remercie les auditeurs du Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, normalement, dans tous les liens de description du podcast, vous avez le lien vers le Discord. C'est un lien qui est permanent. Vous cliquez dessus, vous tombez. Et on commence à avoir un petit groupe là qui discute bien. On n'est pas nombreux sur le Discord, on est une cinquantaine, tu vois, tout casser. Et c'est cool, parce que du coup, on papote, on parle de films. Et il commence à y avoir des habitués qui parlent entre eux. Donc ça prouve que le Discord marche plutôt bien. Donc ça, c'est top. C'est top. On répète vite fait le concept, même si ça fait 50 fois et c'est toujours le premier épisode de chacun. Et honnêtement, vu le sujet du film, le sujet de ce jour, on risque d'attirer pas mal de nouveaux auditeurs parce que c'est la première fois qu'on parle de ce fameux acteur. Tout à fait. Donc on va commencer cet épisode. Avant de commencer cet épisode, qui respire la fureur. Reste bien dans le cadre. Ah ouais, qui respire la fureur ou le fureur? La fureur. D'accord. La fureur, nous allons répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Donc bien évidemment, au préalable, on parlera de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb,
Pour le 50e épisode, on va parler d'un acteur qu'on n'a jamais parlé, mais officiellement. Enfin, c'était dans un épisode classique. Ouais. Parce qu'on a eu dans les High King, dans tes films préf, Oui. on a eu des invités qui nous ont parlé de ce comédien à plusieurs reprises. Notamment... Souvent le même film d'ailleurs. Est-ce qu'on a déjà eu un comédien qui a parlé d'autre chose qu'Opération Dragon? Oui. Ah Genre, oui. on a eu 2. Oui, c'est vrai. On a eu 2, dont une qui n'est pas encore sortie. D'accord. Et TMDJC. Oui, Je et lui, crois qu'il avait parlé de la Fureur du Dragon, il me semble. T'es sûr? Je crois que c'est Opération Dragon qu'il a Opération parlé. Dragon? Ouais, je crois, ouais. En tout cas, moi, j'ai mon invité. Donc, c'est le Rebeu des Wab. Ah! Voilà. Et lui, c'est? La Fureur du Dragon. Ah, lui, il a traité la Fureur du Dragon. Ouais, okay. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Alors, l'épisode sortira après, bien évidemment. Parce que, en fait, c'est un épisode qui a été enregistré il y a un certain temps. Mais le truc, c'est on a eu beaucoup d'actualités. Ouais, on pourra refaire le point sur cette 50e qui est un peu un épisode... pas anniversaire, mais parce que les épisodes anniversaires, on les marque généralement par le classement qu'on n'a officiellement pas fait encore. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Faut juste qu'on prenne le temps de le faire. Tout à fait. Et mais c'est vrai que on a fait quelques chouettes collaborations qui sont venues décaler quand même pas mal d'épisodes. Et c'est pas fini. Voilà. On vous le dit, c'est pas fini. Et donc je vais raconter un peu, parce qu'il y aura pas mal de montage sur cet épisode-là, étant donné l'anecdote que je vais vous raconter. Mais pour le coup, je vais utiliser un peu le backstage, les backstage et tout ça par rapport à cet épisode. Donc du coup, tu le sortirais juste après cet épisode, peut-être, ouais. Pour le coup. Donc on va parler d'un acteur, Bruce Lee. Ouais. Quel acteur? Et on va vous parler de la Fureur du Dragon. Yes. Et tout de suite, la bande-annonce. C'est là. Ouais, c'est là. Seul film écrit, produit et mis en scène par Bruce Lee. Affronte les plus grands spécialistes mondiaux. Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté. Bob Wall, champion du monde professionnel, et Wang In-sik, 7e dan de Aïkido. La fureur du dragon. Vous assisterez au plus grand combat moderne de tous les temps, dans la plus grande arène antique, le Colisée de Rome. Alors, La Fureur du Dragon. Ouais. Premier film réalisé par Bruce Lee. Oui. Premier film écrit par Bruce Lee. Oui. Et t'oublies, chorégraphié par Bruce Lee. Chorégraphié par Bruce Lee. Voilà, par Bruce Lee et par Unicorn Chan, qui est en fait l'ancien, tu sais, dans l'équipe. T'en as un qui fait un peu plus vieux, tu sais, dans les équipes de serveurs, là, qui leur apprend le karaté. Oui, au début. C'est lui. Et je crois que c'est Unicorn Chan, si je dis pas de bêtises. Bon, je sais que ça m'a marqué Unicorn, et je crois qu'il y a Chan derrière, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Je suis sans filet, j'ai pas de notes. Je vais consulter en même temps que tu continues ton petit blabla. Pas de souci. C'est un film qui se détache totalement de ses 2 précédents longs métrages, qui sont Big Boss et La Fureur de vaincre, puisque on abandonne un poil le drame pour la comédie. Oui. Bien qu'on va revenir tout à l'heure sur le drame. Oui. Mais voilà. Important. De ça, voilà. c'est une anecdote liée à ton visionnage. Est-ce qu'avant de revenir un peu sur les backstage du film, qu'est-ce que tu penses qu'on prend 5 minutes pour peut-être donner notre rapport à Bruce Lee? Parce qu'on n'en a jamais parlé. Ouais, je suis d'accord. Je peux me lancer à la limite? Oui, vas-y. Alors moi, c'est Metropolitan, et c'est les fameux DVD rouges.
J'ai commencé, comme j'expliquais, très jeune. J'ai commencé en fait à découvrir tous les Van Damme quand j'étais très jeune. Ouais. Et à l'orée des années 2000, quand ils ont ressorti en fait, on en parlera en fait, il y a toute une histoire aussi au niveau de la VF sur les DVD Metropolitan qui ont été refaits. Et c'est des films qui sont sortis en kiosque par chez moi. À l'époque, en fait, j'avais le DVD dans un blister plastique. Le DVD rouge de Bruce Lee. J'allais chez mon marchand de journaux. C'est à l'époque où ils vendaient les DVD directement sous plastique, là, avec. T'avais généralement le petit carton derrière, qui décrivait le film vite fait. C'était même pas un livre, c'était un carton. Et t'avais le film dessus. Et moi, j'ai acheté tous mes Bruce Lee comme ça. D'accord. Chez le marchand de journaux, en fait, c'était. En fait, à l'époque, je voulais découvrir d'autres choses en films d'arts martiaux. Et dans les années 2000, il y avait Jet Li qu'on avait eu un petit peu, mais je voulais aussi découvrir un peu le papa, à l'époque, qui était le papa de tous ces gens-là. C'est un peu même tout en ne sachant pas, en fait, toute la production hongkongaise qu'il y avait derrière. Mais Bruce Lee est venu, faut le dire, Bruce Lee est venu quand même moderniser un peu les arts martiaux hongkongais, et surtout, il est venu, c'est lui qui a aussi, c'est un des premiers qui a ouvert la porte, en fait, sur ce cinéma-là. Parce que c'est lui qui a rendu les choses ultra populaires. Et donc, quand Metropolitan a sorti ça, moi je les ai découverts donc en kiosque, et ça sortait, je sais pas si ça sortait toutes les semaines ou tous les mois, mais j'allais pour chaque sortie récupérer à chaque fois mon DVD de Bruce Lee. Donc ça a démarré avec Big Boss. Ensuite, on a eu La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, Le Jeu de la Mort, et pendant très longtemps, je n'ai pas vu Opération Dragon. J'ai une anecdote par rapport à ça. D'accord. Il existe un coffret français où il y a tous les Bruce Lee qui sont regroupés. Et même Opération Dragon. D'accord. Tu vois, moi, même aujourd'hui, là, j'ai racheté le Blu-ray, le coffret Blu-ray de Bruce Lee, où il y a tous ces films, sauf Opération Dragon, que j'ai acheté, Warner, j'ai acheté à part. Donc c'est pour ça qu'Opération Dragon, j'ai mis assez longtemps à le voir, parce qu'à l'époque, j'étais plus jeune, 2001, j'avais quoi ? J'avais 15 ans, 16 ans peut-être, c'est ça, j'avais 16 ans. Et donc, j'ai découvert comme ça Bruce Lee dans ces fameux DVD rouges que je possède toujours, qui sont toujours dans mes cartons où je stocke tous mes DVD. Et j'ai pu découvrir progressivement, en fait, dans la temporalité. Pour beaucoup, en fait, on voyait que l'Opération Dragon était le premier film pour plein de gens de notre génération. Moi, j'ai découvert ça à 16 ans, parce que ça ressortait. Et je les ai découverts par ordre de sortie, en commençant par Big Boss et en allant jusqu'à Le Jeu de la Mort. Et à l'époque, je vais le confesser, je n'avais vu que du feu sur le côté maquillage, le côté je trouvais qu'il y avait un truc bizarre avec Jet Li, pourquoi Bruce Lee, pourquoi il mettait des lunettes et compagnie. Mais à l'époque, j'étais un peu naïf. Le carton, t'as pas fait gaffe? Quel carton? Le carton dans un moment je m'en souviens plus. En fait, Le Jeu de la Mort, c'est un que j'avais pas trop aimé déjà à l'époque, et c'est pas celui que je revoyais le plus souvent. En fait, moi, j'ai mes deux films de cœur de l'époque. Je revoyais en boucle La Fureur de Vaincre et La Fureur du Dragon. Même Big Boss, j'ai toujours eu un peu de mal avec Big Boss, je vais être très honnête. Il faudrait que je le revoie aujourd'hui. Et même pour te dire, quand j'ai racheté les Blu-ray, les premiers que j'ai mis, c'est Fureur du Dragon, Fureur du Dragon et Fureur de Vaincre, pardon, je bégaye. Donc Bruce Lee, franchement, ça a accompagné une grosse partie de mon adolescence. Et c'était souvent, quand je devais voir un film d'arts martiaux, je revoyais soit du Van Damme, soit du Bruce Lee. Et ce qui fait que le film qu'on parle ce soir, qui est La Fureur du Dragon, je l'ai vu quand même un nombre incalculable de fois, je le connais par cœur, vraiment. Et toi? Moi aussi, je pensais le connaître par cœur, ce film. Mais oui. Non, alors moi, Bruce Lee, je l'ai connu parce que mes grands frères aimaient beaucoup Bruce Lee. J'avais vu petit la vidéo de René Château, les plus beaux combats d'arts martiaux du monde. Donc, la fameuse cassette. Donc il y avait des démonstrations de Bruce Lee et autres. Donc c'était, pour moi, c'était quand même assez il était énigmatique en plus. Mes frères disaient il est mort, et en fait à l'époque on savait pas de quoi il était mort, donc il y avait tout ce côté mafia et tout ça qui faisait que il y avait un peu le mythe Bruce Lee. Le mythe Bruce Lee, comme il y a eu le mythe Brandon Lee, quoi. Oui, complètement. Et c'est vrai que je me disais waouh, mais Bruce Lee, et j'avais pas vu de film Bruce Lee, et il a fallu attendre Noël 99. Le Papa Noël m'a offert la VHS René Château, donc édition 92. Donc c'est la VHS blanche. Et en plus, je faisais du Kung Fu à cette époque. Donc en fait... Quelle variante de Kung Fu? Wushu. Tu faisais du Wushu? Ouais, je faisais du Wushu.
Et donc, en fait, quand j'ai regardé ce film-là, je me suis dit, mais il est incroyable. Il est incroyable. Il est drôle. Enfin, vraiment. Et à partir de ce moment-là, après, j'ai regardé Opération Dragon, parce qu'il était passé sur M6. Ah oui, d'accord, ok. Un lundi soir. Et j'avais regardé Opération Dragon et j'avais trouvé ça aussi fantastique. Après, j'avais 10 ans. Ouais, on s'émerveille de tout à cet Voilà. âge-là, hein, forcément. Et mon grand frère a acheté via Cdiscount le coffret Bruce Lee Metropolitan. Ok. Avec les rouges, les fameux DVD Ouais, rouges. c'est ça. Ok. Et pour la petite histoire, quand t'achetais le coffret Bruce Lee, Cdiscount t'offrait 3 DVD. Ok. T'avais Yakuza vs Triad avec Simon Yam. T'avais Après la pluie, qui est un film japonais. Ah, j'en ai entendu que du bien celui-là. Bah, je l'ai pas vu, malheureusement, mais... je sais plus qui me l'a recommandé, celui-là, mais j'en ai entendu parler et on m'a dit que c'était vraiment super. Et tu avais Drunken Master. Oh. Mais, version VF dégueulasse. Le fameux DVD de chez... Alors, je sais même plus quel est... Est-ce que c'est pas un TF1 vidéo? Je me pose la Alors, question. je sais pas si c'est un TF1 vidéo, mais en tout cas, c'est 4 tiers. Enfin, voilà. Ouais, c'est le DVD qu'on connaît, voilà. qui circule des fois un petit peu quand on n'arrive pas à trouver le fameux coffret était une fois mon Cléon. On tombe sur le premier Drunken Master qui est assez cracra, ouais. Et sache une chose, c'est que j'ai revu tous les Bruce Lee. Sauf La Fureur du Dragon. Ah bah bravo. Mon frère m'a montré en premier Le Jeu de la Mort parce que lui, petit, il m'avait dit tu vas voir, il est génial comme film. Mais il avait vu petit. Et c'est là qu'on se dit que petit, on s'émerveille de fantasme. Tout. Ouais, c'est sûr. Et quand je vois Le Jeu de la Mort, je vois tout le trucage et je vois la déception de mon frère qui me dit je suis désolé. En fait, il est nul, désolé. Et en fait, il y a 11 minutes qui sont incroyables. Mais voilà. Et pendant un temps, pour moi, Le Jeu de la Mort, c'est René Château. Ouais. C'est René Château. Jeu de la Mort ou Fureur du Dragon Pardon, le Fureur du Dragon, c'est René Château. Parce que même si j'ai le coffret, je ne regarde pas le Fureur du Dragon, je regarde la VHS. J'ai toujours la VHS, et en plus, je vais même plus loin, puisque la seule fois où je vais regarder le jeu de la Fureur du Dragon en DVD, je vais regarder le DVD René Château. On peut le dire aux auditeurs. Tu vas garder ton avis pour tout à l'heure. Tu donneras dans l'avis les différences justement entre les versions pour vraiment voir le choc que ça t'a fait. Le choc, Mais tu l'as vu pour la première fois du coup récemment pour le podcast. C'est énorme. Non mais le choc il est et c'est bon. Je vais en parler là comme ça. Oui, évacue un trauma. Voilà. Non mais le choc il est lors de l'enregistrement et le Rebeu des Wab. Ah oui. Qui me dit. On parle de la Fureur du Dragon, on parle, et il me dit, mais moi, grâce à l'UGC, j'ai découvert la version longue en 2002. Et là, plein d'enregistrements. Je ne sais pas où me mettre parce que je me dis, merde, il y a une version longue. Je connais par cœur le film, je passe pour un con, enfin concrètement, et là je me dis, il y a une version longue, mais c'est pas possible. Et j'essaye de broder le truc, tout ça, et il me raconte le truc. Et là, dans ma tête, ça se perd parce que je me dis, mais je connais pas ces scènes. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Surtout la fin du film. Et puis en plus, tu m'en parles. Non, et puis moi, je te dis, non, il n'y a pas de version. Il n'y a pas de version, parce que moi, pour moi, c'était la vraie version, c'était celle de Metropolitan qu'on a eue. Ouais. Et donc, Seb m'en parle le lendemain, il me fait, mais non, mais il n'y a pas de version longue, il y a cette version-là, il me raconte la fin, je suis avec ça, je fais ah bah ouais, t'as peut-être raison, oui, j'ai peut-être oublié. Et dans ma tête, je me dis non, il y a pas, j'ai pas ça moi dans ma tête, tout ça. Et en fait, je me renseigne sur internet et là, je découvre qu'il y a une version longue et il y a la version métropolitaine et il y a avec un nouveau doublage et tout ça. Et en plus, notre générique me trahit un peu puisqu'en fait, c'est la version de 73. La version René Château Vidéo. Ah ouais. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre version que ça. Donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps, voilà, ma première fois de la Fureur du Dragon en version longue. Et voilà. Incroyable. Ouais, c'est assez fou quand même de se dire que t'as vécu dans le mensonge pendant autant d'années. Et qu'en fait, finalement, t'as pas vu le vrai film, quoi. Non. Parce qu'en fait, finalement, est-ce que c'est une version propre à René Château Vidéo ?
Et... C'est la sortie cinéma. Hein. Ouais, mais de René Château. De la distribution René Château. En fait, il existe 3 versions. Voilà. Parce que je pense qu'honnêtement, c'est vraiment propre à notre marché français, cette histoire de René Château. Ouais. Parce que je suis pas sûr que cette version-là, elle ait dépassé les frontières de la France. Quoi. Alors, en fait, il y a 3 versions. Il y a une version française René Château, il y a une version belge, Embrasse la Belgique d'ailleurs, et il y a une version donc belge, mais qui est la version longue. Et qui est sorti en VHS. Non, mais qui était la version normale. C'est peut-être. En fait, on dit, non, mais tu sais, c'est rigolo, mais on parle de version longue, non. mais est-ce que c'est pas plutôt la version courte? On pourrait parler de version courte pour René Château. Non, mais vous vous rendez compte que sur ma VHS, et je l'ai retrouvé ma VHS, hein, il y a marqué 86 minutes. La version de Métropolitane, ça dure 96 minutes. Je n'ai jamais percuté le truc, quoi. Vraiment, pour moi, 86 minutes, c'est 86 minutes, quoi. Enfin, basta. Mais, et donc, en fait, et il y a la version donc Métro qui est sortie en 2002. Et pour le coup, ceux qui veulent acquérir les formats Blu-ray, il faut savoir que... Tu le conseilles, toi ? Ouais, parce que le remaster et la copie est cool. Ouais. Alors, il existe, ça je l'ai pas eu entre les mains, je sais qu'il existe à avoir une copie 4K. Je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas si c'est un travail beaucoup plus affiné, mais c'est vrai que moi je l'ai regardé, franchement l'image elle est propre. Il n'y a pas trop de grains, c'est vraiment nickel. Je suis curieux de voir la Fureur du Dragon en Blu-ray ou en 4K, parce que... Moi, je l'ai mis sur mon grand écran, ça passe. Parce que mais DVD, par contre, ça floute. Ouais, mais alors là-bas, ça reste une image vraiment nickel. Enfin, j'ai l'impression, dans le souvenir que j'ai, parce que je l'ai pas revu depuis un petit moment, je l'ai regardé, moi, via un navigateur. Enfin, je l'ai chopé directement via... je sais plus quel site je suis passé pour le voir, parce que j'ai pas cette opportunité-là, j'avais pas le DVD sous la main, je l'avais prêté. Mais en tout cas, là, sur que j'ai, la copie Blu-ray est propre. D'accord, ok. Après, par contre, il y a toujours, en termes de mixage sonore, pour en parler un peu, il y a toujours les problèmes ont été gardés. C'est-à-dire que t'as un coup qui part et puis t'as pas le bruitage du coup. Bon, donc voilà, ça, c'est des trucs classiques de cette époque-là où il y a une petite désynchro des fois par moment. Juste avant que je parle du box-office et tout ça, est-ce que tu peux nous parler rapidement du film ? Ouais. Qui est totalement différent d'une version à une autre. Tout à fait. En fait, le film suit l'histoire de Tang Long, qui est interprété par Bruce Lee, qui en fait est appelé en renfort, qui est envoyé par son oncle en Italie pour aller donner un coup de main en fait à des personnes, enfin des émigrés chinois, hongkongais, qui ont tenté d'ouvrir un restaurant au sein de la capitale, de Rome, et ils sont embêtés parce que en fait leur restaurant est sur un terrain, enfin est un lieu convoité par la mafia italienne, et ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'à chaque fois que ils ont des clients, la mafia débarque, fait peur aux clients et les fait partir. Donc Bruce Lee est envoyé en renfort pour régler la situation. Voilà, je vais pas en dire plus. Tout le monde connaît l'histoire, connaît un petit peu les quiproquos du début, etc. Qui est très comédie dans sa première les 15 premières minutes, avant de vraiment de lancer dans ce qu'on connaît de Bruce Lee. Et ça, on en parlera dans notre débrief à chaud. On pourra se permettre de spoiler un peu. Je pense pas qu'il y ait pas, je pense qu'il y a pas grand monde qui a pas vu La Fureur du Dragon, parce que là pour le coup, c'est un des films. C'est un film extrêmement mainstream. Je pense que même ceux qui sont pas très films d'arts martiaux ont au moins vu La Fureur du Dragon. Notamment, juste une chose, c'est que ce sont ses cousins dans la version française de René Château. Oui. Et il s'appelle Bruce Lee. Et il s'appelle Bruce Lee. Voilà. Ouais. Non, puis ce qui est important, c'est dans ce film-là, c'est que ça vient mixer aussi des acteurs occidentaux. Oui. C'est un des premiers rôles majeurs. Il a fait un tout petit rôle juste avant. Oui, juste avant, ouais. Voilà, mais c'est un des premiers rôles majeurs de Chuck Norris. Chuck Norris, qui est annoncé dans le générique comme champion, 7 fois champion de karaté au niveau des États-Unis et du monde. Ouais. Alors, quelle est la part des deux, je sais pas, on n'a pas vérifié le casting de Chuck. On vérifiera ça à un moment quand on traitera de Chuck, on profitera de travailler un peu le palmarès de Chuck. Ouais. Et on a surtout Robert Wall, qu'on va revoir ensuite dans Opération Dragon. Et qui donc joue un des karatékas. Et on va surtout, c'est important, je parle dans les combattants, je vais reprendre, là je prends mes notes parce que je veux pas écorcher son nom, mais c'est un nom qui vous parle, c'est Wang In-sik. Wang In-sik, c'est donc le combattant, il fait aussi du karaté, alors qu'il est coréen, et il fait du taekwondo, enfin bref, il fait de l'apkido surtout. C'est un acteur, je vais prendre un rôle très mainstream, et ceux qui nous suivent et qui nous connaissent, avec qui on discute des fois en off, auront plein d'autres films, mais je vais citer 2 films emblématique de la carrière de Jackie Chan. C'est le grand méchant de La Danse du Lion, et c'est le grand méchant de l'autre film qui a été réalisé par Jackie Chan, dont le nom m'échappe à l'instant, mais toi que t'aimes bien. Dragon Lord. Dragon Lord, ouais, exactement.
Donc c'est lui qui joue à chaque fois le grand méchant dans ces films-là. Okay. Et on doit notamment la longue scène de Danse du Lion où Jackie Chan affronte Wong In-sik et il passe son temps à lui faire des clés, tu sais. Il met un peu de temps à ramasser avant de finalement remporter le combat. Donc voilà, il a un tout petit rôle dans ce film-là. Oui. Il est là sur la deuxième partie du film. C'est celui qui affronte Chuck Norris au départ, ou Bob Hall. Il affronte, alors au début, ils se chamaillent tous les deux. Et il affronte Chuck Norris. Et après, Chuck Norris lui met une branlée. Oui, exactement. Voilà, forcément. Quelle question. Niveau box-office, il y a une petite histoire par rapport à ça. Le film a coûté seulement 350 000 $ hongkongais, qui représente 130 000 $ américains. Donc après, avec inflation et tout ça. Le film a rapporté dans le monde entier 130 millions de $. Dont 5 millions de $ hongkongais, pardon. Et il va s'attirer un peu les foudres Bruce Lee avant la sortie du film. Il y a une petite anecdote par rapport à ça. Il est tellement sûr d'avoir réalisé un super film qu'il va dire à la presse, mon film fera 5 millions de $ au box-office. La presse le lamine. En disant, il se fout de la gueule de qui, c'est pas possible, il se la pète, il se vante et tout ça. Ouais. Et là, il explose au record de la Fureur de vaincre. Et avec la Fureur du Dragon, il devient une star. Et tout le monde est un peu choqué de voir que le film a fait plus de 5 millions de $. Ouais. Surtout ce film-là arrive dans un contexte où on a la Shaw Brothers qui produit énormément, qui fait des films très tradis, on va dire, dans les arts martiaux, beaucoup de wuxia. Et là, Bruce Lee, il arrive, il dépoussière un peu le genre. Alors, c'est toujours un film produit par la Shaw Brothers. Hein. Il y a Raymond Shaw, etc. au crédit. Mais c'est vrai que là, il vient dépoussiérer le genre des arts martiaux. Il vient nous présenter sa vision des arts martiaux. Et c'est vrai que pour l'époque, c'est 74, 73, pardon, ça vient apporter un vent de... C'est 72, sorti 73. Ouais, c'est ça. Ça vient apporter un vent de fraîcheur pour l'époque. Et je comprends l'impact que ça a pu avoir. Et aussi le tournage catastrophique. Parce que le film est tourné à Rome. Une partie du film. Une partie. Après, c'est du studio. C'est le studio. Tu reconnais d'ailleurs les studios de la Shaw Brothers, d'ailleurs. Mais pour la petite histoire, quand c'est tourné à Rome, c'est tourné illégalement. C'est-à-dire qu'ils avaient un tout petit budget. Donc ils pouvaient pas se permettre. Et puis je crois qu'aucun n'avait l'autorisation de travail. Voilà. Donc aucun technicien n'avait l'autorisation de travail. Donc en fait, ils ont tourné et ils avaient l'équipement dans des sacs de voyage. Chaque technicien avait son sac de voyage avec son équipement. Énorme. Et donc, d'un seul coup, plus de touristes. Allez, on tourne, Et la scène du Colisée. Ouais. Bruce Lee veut à tout prix tourner au Colisée. On lui dit, c'est chaud, mec. T'as pas d'autorisation, tu peux pas. C'est chaud. Et lui, il va dire, bah si, je vais tourner le matin, très tôt. Ils vont au Colisée le matin, pas de touristes et tout ça, pour faire leur scène. Et là, il y a un gardien qui arrive, fan de Bruce Lee. Et il le connaissait déjà ? Et donc, du coup, Bruce Lee obtient 5 heures de tournage. Ouais, c'est vrai qu'on oublie, mais à l'époque, il avait déjà, entre guillemets, fait ses armes dans Green Hornet. Oui. Donc, il avait cette petite réputation aussi. Et d'autant plus que il avait que 2 semaines pour tourner à Rome. Donc, il avait 2 semaines en partie pour boucler 3 quarts de son film. Le reste sera tourné à Hong Kong. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est Hong Kong, on reconnaît bien. Mais même la dernière scène là, qui se passe sur une espèce de terrain vague, là, là aussi, c'est pas l'Italie, ça. C'est pas du tout, quand tu connais les Colisées, t'as pas de terrain vague comme ça. Donc, c'est clair. Voilà. Donc voilà, et c'est là où on se dit, waouh, Bruce Lee quand même, c'était chaud. C'était chaud pour sa première réalisation. C'est très à l'image de HK, hein, c'est-à-dire que c'est de la bricole et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi, hein, forcément. Je vais parler du Chuck Fact. Ok. C'est. Tu parles des poils qu'il a vraiment arrachés, c'est ça ? Ah, bah il lui a vraiment. Il lui a vraiment arraché. La touffe de Chuck qui a été arrachée. La touffe de Chuck. Ouais. C'est la seule fois qu'il mourra dans un film. Donc personne ne peut vaincre de Chuck Norris à part Bruce Lee. À part Bruce Lee. Et dans sa carrière, il n'aura joué que 2 fois le méchant. Ah, l'autre c'est dans Les Commandos Tigre Noir ? Alors non. C'est pas celui-là ? Alors, a priori, c'est dans Massacre à San Francisco, je ne l'ai pas vu.
Oui, oui, il affronte dedans, je crois qu'il y a Ben Urquidez aussi dans celui-là ou pas? J'ai un doute. Parce que mince. Je sais pas trop dire de bêtises parce que c'est un film que je n'ai pas vu. Ouais, il y a une scène qui tourne. Il y a une scène qui tourne sur comment ça s'appelle, sur Internet. On le voit affronter un combattant asiatique. Et a priori dans ce film-là, il joue le méchant en fait. Mais c'est peut-être celui-là. Donc voilà. Ok. Donc dans la check fact. Et puis aussi un truc à noter. Je sais pas si ça t'a marqué. Moi, quand je l'ai revu, je me suis dit ah ouais, c'est peut-être le début de la Bruce Lee esthétique. Oui, 100%. Quand tu vois le Big Boss, il le fait pas. Quand tu vois La Fureur de Vaincre, il le fait pas. Il est très soft. Tu vois La Fureur du Dragon où tu as la scène quand il déplie ses ailes, ouais, il sort ses omoplates, ça c'est un peu trop, c'est un peu too much. Tu te dis ah ouais. Ouais. Ok. Non, mais en fait, il faisait déjà ses petits cris, tout ça, mais c'est là, il a mis les potards à 11, tu vois. Et c'est ce qui m'a un peu. On retrouve ça aussi un peu dans Opération Dragon, tu vois. C'est pour ça que je trouvais qu'il recyclait un peu certaines choses. Bien sûr. Mais oui, là, tu vois que c'est un film qui est fait par Bruce Lee, écrit par Bruce Lee, chorégraphié par Bruce Lee, à la gloire de Bruce Lee. Et en termes de projet égocentrique. Ça se pose là quand même, on va se le dire. Hein. Et en plus, il se permet une repompe de la musique de Il était une fois dans l'Ouest, le duel. Ennio Morricone. Voilà, je sais pas si, mais à l'époque non, les droits étaient pas du tout respectés, donc même le thème principal, hein, il a des faux airs de thèmes qu'on a déjà entendus. Pas trop. Donc voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on donne notre avis? Non. Après c'est vrai que c'est un film qui a une aura vraiment assez ouf parce que il va connaître le succès. Le truc, c'est que Opération Dragon, il ne connaîtra pas le succès. Fureur du Dragon, il connaît le succès. Et puis c'est un film qui va aussi, je pense, aussi lancer la carrière de Chuck Norris. Oui. Parce que forcément, c'est le seul européen, enfin entre guillemets, hein, parce qu'après il y a eu Bob Wall aussi, mais c'est et puis qui a vraiment eu un vrai long combat où on sentait que c'était assez équilibré. Après bon, vous allez me dire Fureur de Vaincre qu'il affronte aussi un acteur occidental, je suis d'accord avec vous, mais on sentait qu'il y avait une différence de niveau en tout cas dans la Fureur de Vaincre. Là dans ce film là en fait on sent vraiment que c'est un combat en jeu, on sent qu'il y a un équilibre, qu'il trouve un vrai adversaire à sa taille. Bien sûr. Carrément. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, je me souviens toujours du voisin de mes parents à l'époque, avant que je vois ce film, me dit, est-ce que tu savais, parce qu'à l'époque, c'était... Aujourd'hui, faut se rendre compte, on va parler comme des vieux schnocks, quoi. Mais aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Internet, etc. Et ce qui fait qu'on peut trouver une info hyper rapidement. Mais à l'époque, moi, je vous dis ça, c'était avant que les films ressortent. C'était dans les années 90, 96, 97, dans ces eaux-là. Le voisin de mes parents, qui devait avoir mon âge aujourd'hui, commence à me sortir en me disant est-ce que tu savais que Bruce Lee avait affronté Chuck Norris, quoi? Ils avaient fait un vrai combat. Je dis non, je savais pas et tout. Et qui a gagné? C'est dans ma tête. Je connaissais Chuck Norris par rapport à c'est Chuck Norris. C'est Bruce Lee. Bruce Lee qui a battu Chuck Norris. Là, tu te dis incroyable. Et c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question et ça alimente beaucoup de débats. On pourrait presque faire une vidéo entière là-dessus. C'est dans un vrai combat, qui gagnerait vraiment? Et là, il y a plein de théories. Il y a les team Bruce Lee qui vont dire ouais, mais team Bruce Lee. Et on va parler de son art martial après. Hein. Par son Jeet Kune Do, c'est de la self-défense. C'est un mix déjà du pré-MMA avant l'heure parce qu'il mélange plusieurs arts martiaux pour en faire entre guillemets l'art martial ultime. Donc forcément, Chuck Norris qui est très traditionnel, il peut pas le battre, machin et compagnie. À côté de ça, t'as l'école Chuck Norris qui vont dire ouais, mais si on se basait juste sur une histoire de poids, Bruce Lee il doit faire 60 kilos tout mouillé, Chuck Norris il en fait 80 ou 90. Donc en termes de poids déjà, même si le Jeet Kune Do montre que tu peux arriver à battre des plus gros gabarits que toi, t'as quand même un mec aguerri en face. Et des fois, c'est pas complètement très tranché, on va dire. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, il y a un truc assez important à dire, c'est que Bruce Lee reste un peu énigmatique. Voilà. Chuck Norris, c'est un palmarès qui parle pour lui. Il a été 7 fois champion du monde de karaté. Il a été aussi, c'était du karaté, c'était pas le karaté d'aujourd'hui. Il y avait du contact, il y avait de l'impact. Alors, je sais pas toi, moi quand je l'ai revu, le film, j'ai vu que même les combats un peu soft avec Chuck Norris, ça tape.
Il y a de l'impact. Ouais. En fait, je sais plus ce que j'avais lu, cette fun fact, ou si c'était j'avais lu ça peut-être sur les bonus du DVD. Ils expliquent qu'en fait, ils se sont beaucoup préparés, ils étaient copains, voilà, ils se sont bien entendus. Bien sûr, Ils se sont beaucoup préparés pour essayer de rendre le combat le plus réaliste. Alors même s'il n'est pas réaliste, parce que c'est chorégraphié. Mais c'est vrai qu'on a quand même la sensation qu'il y a des coups qui sont un peu portés, il y a un peu d'impact quand même, et on le voit à l'écran. Et c'est ça qui est hyper bluffant pour l'époque. C'est-à-dire, c'est un film de 72, j'ai vérifié, c'est 72. 72, et du coup, c'est assez bluffant parce que pour le coup, il porte des vrais coups, tu sens que ça tape un peu, quoi. Et la preuve, au bout d'un moment, il lui attrape la crinière, il tire dessus, là, et puis il lui reste des poils dans la main, et c'était vraiment ses poils. Et c'était assez fou pour l'époque, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que, et comme tu dis, Bruce Lee, il a fait des démonstrations, il a montré la puissance, ce qu'il était capable de faire. C'est pas un bullshido. On verra que dans 2 semaines, on va traiter d'un acteur. Pour le coup, il pue un peu le bullshido. Il pue le bullshido. Bruce Lee, on n'en est pas là parce que c'est un mec qui a monté une école, qui a eu des élèves, qui est quelqu'un qui a un crack des arts martiaux. Mais a priori, il n'aurait pas fait trop de compétition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde maintenant à l'heure du MMA, on regarde beaucoup les compètes, les comment on appelle ça, les palmarès du nombre de victoires, du nombre de défaites, et c'est ça qui en général te donne la street cred, quoi. Du truc. Je suis d'accord. Donc bref. Est-ce qu'on passe à notre avis? Art martial peut-être avant rapidement. Ah oui, l'art martial de Bruce Lee, pardon. C'est vrai qu'on l'a pas. L'intro est un peu longue, mais on va faire assez vite parce que clairement, je vais pas apprendre grand chose sur les gens. Là-dessus, je pense que s'il y a bien... Tout a déjà été dit sur Bruce Lee. Voilà, tout a été déjà dit, donc on va faire assez soft. Je vais aller dans les grandes lignes. C'est un mec qui a un peu touché à tous les différents types de kung-fu. Il a fait un peu de wushu. On le connaît surtout pour le Wing Chun, parce qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup raconté. Il a été l'élève d'Ip Man et compagnie. Bon, ça a été raconté 50 fois, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais il est surtout connu pour être l'inventeur du Jeet Kune Do, puisque il s'est inspiré de beaucoup d'arts martiaux, puisqu'il a été au contact de beaucoup de pratiquants, donc il s'est beaucoup inspiré. Et il a cherché, en fait, l'objectif ultime du Jeet Kune Do, c'est l'efficacité, en fait. C'est vraiment, en très peu de coups, d'arriver à mettre hors d'état de nuire l'adversaire. Que ce soit par de la percussion, que ce soit par des clés, par des soumissions, tout ça. Donc c'est vrai qu'on regarde un petit peu, donc faut le dire, dans les années 70, quand on regarde un petit peu la forme du Jeet Kune Do, sur certains aspects, on est un peu dans les prémices du MMA, même si c'est pas encore du MMA, mais voilà. Et c'est vrai qu'on le voit, Opération Dragon le témoigne bien, il est avec des mitaines, il fait de la percussion, il fait des clés, il fait des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on est un peu sur l'ancêtre du MMA moderne aujourd'hui, ou du pancras, parce que ça s'appelait aussi le pancras à une époque. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il est, je trouve, assez innovant, parce que et pour autant, je trouve que le Jeet Kune Do ne s'est pas plus popularisé que ça. Par chez nous en tout cas, tu vois, il y a quelques maîtres éminents de Jeet Kune Do qui sont issus de la 3e ou 4e génération, qui ont été à une époque, les premières étaient les élèves de Bruce Lee, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas facilement des clubs de Jeet Kune Do. Je pense qu'il y en a un petit peu sur Paris, il y en a dans quelques grosses villes, mais finalement, qu'est-ce qui reste 50 ans après? Des livres, de l'enseignement, des Blu-ray d'enseignement, donc au final... Vous m'arrêtez si je me trompe, encore une fois, si vous me démontrez le contraire de la popularité du Jeet Kune Do, on en parle beaucoup, ça a une belle aura, mais aujourd'hui dans les pratiquants, je suis pas convaincu qu'il y en ait tant que ça, quoi. Donc voilà. Mais ça reste, en tout cas sur le papier, un art martial hyper cool, hyper intéressant, que j'aurais aimé faire, et surtout qu'après ça a provoqué des courants. C'est-à-dire que je pourrais plus ressortir le nom, mais je me souviens avoir vu en fait une vidéo à l'époque sur Karate Bushido, à l'époque où Greg MMA était encore dessus, puisqu'il a créé sa chaîne, il participe plus trop à Karate Bushido, enfin voire plus du tout même. Et il avait interviewé un mec, pareil, gabarit tout petit, hyper fin, un peu à la Bruce Lee. Et lui, il était parti sur un dérivé du Jeet Kune Do, où il avait développé toute sa technique à base de pinching. Pinching, tu sais, c'est à base des doigts, la capacité à pincer les points vitaux. Et je me souviens de cette vidéo où c'est un mec qui était... il avait son espèce d'étudiant qui était là, qui ramassait le pauvre. Allez voir la vidéo, parce que franchement, j'ai mal pour l'étudiant. Et il fait ça aussi à un moment donné sur Greg MMA, et il le fait souffrir comme pas possible. C'est un mec dans le contrôle, je trouvais un peu limite d'ailleurs dans la vidéo. Mais bon, il a montré qu'il existait des variantes, en tout cas au Jeet Kune Do, et lui, il avait développé ce truc-là par le biais de son maître, qu'il avait montré tout ça.
Donc voilà, je vais pas m'étendre beaucoup plus sur les arts martiaux de Bruce Lee parce que je pense que tout a été dit. Ouais. Mais la question reste posée, qui gagnerait vraiment dans un combat octogone sans règles? Votez chez vous, entre Bruce Lee et Chuck Norris. On attend les réponses dans les commentaires. Tout à fait. Ton avis sur. C'est moi qui démarre là, du coup, je reprends. Non, tiens, je vais prendre la. Je récupère. Écoute, j'ai adoré la première version que j'ai pu voir quand j'étais petit, mais qui était assez brute. En fait, la fin est brutale. Ouais. Alors on prévient. On spoil. On va spoiler parce que là clairement c'est le genre de film où on va décrire des scènes, on va dire plein de choses. On est d'accord d'ailleurs sur la scène qu'on a choisie. C'est précisé. Oui. Oula, tu vas me sortir autre chose toi. Non, moi j'ai la scène. Si, j'ai la scène. Ouais. Ok. Continue. Ok. Donc pour moi en fait il y a quelque chose de. Reste dans l'écran quand même, reste dans le cadre. Ouais, je reste dans le cadre. Ouais, je l'écarte. C'est comme ça, c'est un peu. Hey, salut. Salut. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans la VHS, la fin est assez brutale. Il se bat contre Chuck Norris, ça s'arrête. Avec, il est au cimetière et il est sur la tombe. Enfin voilà, il pleure sur la tombe, tout ça. Et alors précise quand même que tu n'avais pas toute la scène avant le Colisée. T'as pas toute la scène avant le Colisée, c'est-à-dire qu'il se passe dans le bac à sable. Voilà, c'est ça. Il y a un twist. Donc il t'a manqué quelques combats en fait finalement. Non, en fait j'ai tout le combat avec Bob Wall et Wang ça Ying-sik. C'est bon, ça je les ai. Ah c'est l'intermède. Ouais, l'intermède. j'ai pas le twist en fait. Ah t'as pas le twist. J'ai pas le twist. Ah c'est dur. Ah dur. J'ai pas du tout le twist. Ouais. Donc voilà. Et là, je me dis, il est en train de pleurer Chuck Norris, enfin Colt, parce que c'est un combattant, il a tué quelqu'un. Beaucoup de respect pour le combat. Beaucoup de respect, donc voilà. Et il se barre. Donc il dit au revoir à la jeune femme et il dit au revoir aussi à un des serveurs qui est là. Oui, un peu joufflu là. C'est ça. Ouais. Il dit au revoir. Et petit, je me dis, putain, mais ils sont passés où les autres, quoi? Ils sont pas là, quoi. Mais pour le coup, tu vois, bon, ça m'a pas marqué plus que ça. Je me suis dit, bon, ils sont pas là parce que finalement, le serveur était très proche de Bruce Lee, donc je me suis dit, c'est peut-être normal. Voilà. Il se barre et ça cut comme ça, the end. Bam, voilà, avec un générique et tout ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça s'arrête là. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un putain de twist qui est assez vénère. Je trouve que en fait, le film bascule. Tu t'y attends pas. Le film bascule. Mais j'ai envie de dire, c'est presque même l'héritage un peu du cinéma chèque qui faisait ça. Je t'avais dit, moi, j'avais regardé à l'époque. Prodigal Son, qui est un film donc de Sammo Hung avec Yuen Biao, et le film est très comique en fait au début, et puis t'as un moment dans le film ça bascule dans une noirceur et tu comprends pas quoi. Tu dis quoi? Et puis ce film là ça fait le même effet quoi. Ah ouais, mais le tu twist, dis et quoi, et puis tu vois le changement du personnage. Et puis il explique ses justifications et tu te dis putain mais quel gros bâtard. Non, un bâtard. Donc on parle du Cuisto. Du Cuisto. Qui est, et donc je me dis et après tu comprends quand tu prends du recul tu dis mais en fait il a jamais été pour que les mecs se battent quoi. Quand tu revois le film, moi je sais que ça devait être ma 20e fois que je l'ai envoyé. Tu regardes son attitude. En fait, c'est hyper fin. Ouais, c'est ça, ouais. Hyper fin. Parce que le mec, tu le vois tout le temps en train d'apaiser, d'être vachement dans la conciliation. T'y penses pas au début. Mais au final, tu te dis, c'est quand même hyper... c'est bien. Quand les mecs mettent à terre les méchants, ils sont tout contents. Ils disent, non, mais c'est bon, il faut aller bosser maintenant. Voilà. Donc ça me fait... ça m'a fait... Bon, est-ce que t'as aimé? J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je suis un peu moins fan de la VF, mais je comprends, je sais pourquoi. Non, mais je sais pourquoi. C'est un remaster. Et sur mon DVD, ça ne colle pas avec l'image. Tu vois, le DVD, c'est une image un peu vieillissante. Et le remaster, c'est des nouvelles voix. Donc en fait, c'est des voix super claires. Sur la VHS, l'image était vieillissante, mais les voix
était vieillissante aussi. C'était incorporé dans le truc, quoi. Ouais. T'as plus cet effet-là avec le Blu-ray. Oui, voilà. Donc, je te le prêterai. Tu vois, c'est ça. Ouais. Alors que le DVD, quand tu le vois, tu te dis, ah, oula, ouais, tu vois, t'as un décalage et tu te dis, ah oui, on dirait que ça a carrément été rajouté. Ouais, ok. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà. Mais ça fait pas ça. Mais en tout cas, le film, je l'ai trouvé très bien. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ce film-là qui fait que... je sais pas, il y a une âme, il y a quelque chose. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est une comédie. Enfin, Bruce Lee rire, moi, c'est la seule fois. J'adore ce film, je vais te laisser terminer. J'aurais beaucoup de compliments à faire à ce film-là, pour plein de trucs, mais j'ai aussi pas mal de bémols. Oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que petit, quand tu regardes un film et tu sais que Bruce Lee, c'est pas un mec qui rigole, tu te dis, ah, mais il peut être sympathique. Ouais. Alors, la scène, quand il fait ça à l'enfant... Je comprends pas. Alors, il y a une anecdote. Ah, d'accord. Il y a une anecdote par rapport à ça, parce qu'en fait, tout son arrivée à Rome, il s'est inspiré de son arrivée à Seattle. Et donc, il avait fait ça à un enfant pour lui dire, où est-ce que je peux manger ? Ouais, mais là, il le fait d'une manière un peu... mais là, ça fait un peu glauque. Là, le gamin, il pleure, il laisse tomber sa glace et tout ça. Ouais. Mais c'était ça, en fait, l'anecdote, enfin voilà, son inspiration. Il le joue pas très bien. Il le joue pas très bien. Non. On va le dire, à la différence de Brandon Lee, son fils, qui a priori après des cours de comédie, je trouve que Bruce Lee a pas une palette de jeux. Non, ouais. On l'a dit dans une émission un jour. Et franchement, on est d'accord. Voilà. Bruce Lee n'aurait pas eu. Non, je pense. Voilà. Il aurait bien fonctionné dans les années 80. Ouais. Tu vois, il aurait peut-être continué dans les années 90. Je pense que 2000, bon, déjà, il aurait été vieux, déjà en 2000. Ça aurait été terminé. Mais non, mais je pense que. Alors, sans être. Je pense qu'il serait mort aussi parce que esthétiquement, enfin son corps, son esthétisme était hyper important. Il voulait s'enlever une glande pour éviter de transpirer. Donc c'était hyper important. Le physique était hyper important pour lui. Bon, il mélangeait les produits, tout ça. Mais on en parlera quand on parlera du jeu de la mort. Voilà. Ouais, on garde ça pour ça, puis on n'est pas à l'abri de faire une émission un peu plus ça. Poussée sur BruceLee, sur le personnage, mais oui, le jeu de la mort, je pense s'y prête un peu mieux pour ça. Donc voilà, vas-y à toi. Moi, c'est un film un peu, c'est un film clairement doudou en fait que j'aime énormément parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois étant gamin, et c'est un film que j'alternais aussi pas mal avec le jeu de Fureur de vaincre. C'est pour ça que pendant longtemps j'ai du mal à les départager. Là, avec du recul en fait, suivant mes mood, j'ai tendance à mettre l'un ou l'autre au-dessus. Là, en ce moment, c'est plutôt La Fureur du Dragon parce qu'en fait, je me dis, il y a tellement de moments iconiques en fait dans ce film qui rendent le truc super. Moi, je trouve que déjà, il est au summum de son art sur le côté martial. Il nous montre des trucs assez fous. On a du combat dans les rues. Il affronte plein d'adversaires en même temps. Il gère aussi bien le bâton que le nunchaku. Que le combat à main nue avec les pieds. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes au niveau martial, au niveau des chorégraphies des combats. Et je trouve que pour le coup, c'est bien filmé. Voilà, faut le dire. Je trouve que la caméra, à la différence d'une Fureur de vaincre, Bruce Lee, il sait ce qu'il veut. Et au niveau des scènes de combat, c'est super bien filmé. Et il propose des trucs intéressants aussi dans les caméras subjectives. Chose qu'on n'avait pas trop vue dans ses précédents films, parce que faut le dire, Low-Way, c'est quand même une réalisation assez plan-plan. Voilà, c'est pas non plus un truc hyper virevoltant. Il y a une scène que j'adore au niveau du plan, je trouve très Brian De Palma. Quand il y a le tireur et qui sort dehors, il regarde, je trouve que regarde le ciel, je me trouve que il y a des vraies idées de plans, mais on sent que et c'est là où j'aurais aimé voir Bruce Lee faire d'autres réals, parce que clairement, tu vois, il est capable de fulgurance, comme ce plan-là, comme toutes les scènes de combat qui fonctionnent très bien dans l'ensemble, et à la différence,
t'as des plans où tu te dis, ouais, c'est un peu hasardeux là quand même. Ah, ouais. Il tremble, il fait des zooms, c'est pas hyper habile, tu sens que des fois il a du mal à trouver le bon cadre, tout ça, des fois sur les plans un peu plus, entre guillemets, traditionnels, on sent qu'il vient pas de ce truc-là. C'est ça. Il arrive à très bien cadrer tout ce qui est scène de baston, parce que lui, il a l'œil pour ça, et il sait comment il veut que soit filmé son coup de pied, son coup de poing, etc. Ça marche bien. Il gère bien aussi les ralentis, sur la scène de fin d'ailleurs, il y a plein de ralentis super bien utilisés. Par contre, dans les trucs un peu plus classiques, dans les trucs un peu traditionnels, des fois, tu sens que ça pêche un peu. Quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas dérangeant. Après, le niveau du rythme du film, il est un peu bizarre. Voilà, on va le dire aussi, parce que ce qui fait la force de ce film-là, c'est quand même les bastons. Il y a une unité de lieu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Le film est bizarrement construit aussi au niveau de sa narration. Ça part 15 minutes d'humour, après on part un peu d'action, puis on revient. Enfin, voilà, soit c'est monté bizarrement, soit c'est voilà, c'est pas un film dans sa narration qui est hyper fluide. Mais par contre, voilà, les personnages, l'alchimie, elle fonctionne bien. On retrouve des têtes bien connues, des acteurs qui ont déjà joué avec Bruce Lee auparavant. Donc c'est un film qui marche bien, l'histoire elle est cool, elle est pas transcendante mais elle est cool, elle est classique, hein. Les Chinois opprimés, immigrés, avec la mafia chinoise qui tente, enfin la mafia italienne qui tente justement de les estorquer et tout ça, puis lui il arrive. Bon, il y a des facilités un peu scénaristiques, tu te dis que les mafieux, pourquoi ils sont pas venus plus tôt avec des armes ? Parce qu'ils utilisent des armes à un moment donné, mais ils viennent pas tout le temps avec des armes, donc ils auraient pu régler le problème plus rapidement. Mais pour la facilité du scénario et pour que Bruce Lee affronte des adversaires très forts, on se dit, bon, on va faire venir des pratiquants d'arts martiaux pour aller affronter Bruce Lee. Ouais, enfin, tu lui mets une balle et terminé, quoi. On n'en parle plus, quoi. Ça, Alors, ils essayent, mais de loin, tu sais, pour augmenter les chances de se foirer. Bon, ils se foirent, et puis derrière, c'est la scène que tu décrivais tout à l'heure. Mais au-delà de ça, moi, c'est un film que je kiffe parce que toutes les scènes sont iconiques. Je veux dire, la scène de l'arrière-cour du restaurant où la majeure partie des combats se passent sont top. L'affrontement Bruce Lee versus Bob Wall versus Wong Ying-sik, incroyable. On voit les différences de style. Et puis le clou du spectacle, c'est le truc qu'on nous a teasé, qu'on attend. C'est l'affrontement de Colt qui est juste incroyable. Donc c'est un film culte parce qu'il a des scènes cultes, il a des phrases cultes. Enfin, en tout cas dans notre VF, moi je connais que la VF récente. Et c'est vrai que c'est le genre de truc que t'aimes bien répéter, quoi. Tu vois, c'est voilà, il y a plein de choses assez cool. Et puis il est, je pense qu'il est au summum de son art et le summum de sa beauté aussi. Parce que c'est un bel homme. Ouais, bien sûr. Et mais il y a un petit côté un petit peu narcissique quand même. Un petit peu, il a fait son ego trip parce que c'est vrai qu'il se met vachement en avant. Donc voilà. Après, c'est un film que c'est un grand classique parmi les grands classiques. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Non, c'est bon. Eh ben, est-ce que tu es prêt ? Ah oui. Alors, j'ai un peu peur. Hein. Je m'écarte parce non, que mais c'est pas ça. C'est que j'ai un peu peur parce que peut-être qu'on n'a pas la même scène. Donc c'est pour ça que j'ai un tout petit peu peur de ça. Je croyais que t'avais peur que je fasse ça. Alors en fait, si tu fais ça, là, je te dis respect. D'accord. Si, on a la même scène. Ouais. Passons à la scène que l'on a choisie. Mais non, mais cadre-moi ton coup de poing. Mais je cadre comme ça, tu veux que je cadre comment ? Mais on le voit pas ton coup de poing. Mais tu veux que je fasse comment ? Bah tu viens là, voilà, on le voit ton poing, tes fists. Non mais écoute, comme ça, c'est ton écran qui est petit aussi. Et bah si petit que ça, c'est pas la taille qui compte, hein. Tu le sauras. That's what she said. Alors, la scène... C'est l'affrontement final. Bah, bien sûr. Oui, non mais je pensais que t'allais me sortir une dinguerie parce que non, évidemment. Voilà. Évidemment que les scènes de l'arrière-cour elles sont cool parce qu'elles sont cultes. Les sbires qui viennent l'affronter, elle est géniale parce que c'est iconique. Mais enfin aujourd'hui, on n'aura pas 50 000 opportunités de voir déjà de voir Chuck Norris faire un vrai combat. Il n'y en a pas 50, on va se le dire. Hein, où il se bat vraiment avec une chorégraphie, un truc un peu tradi, un peu péchu, tout ça. Et puis Bruce Lee versus Chuck Norris. Enfin, faut être complètement idiot pour pas choisir cette scène-là. Bon voilà. Salut. Non, mais c'est un super affrontement en fait. En gros, ça se passe dans le Colisée. Ah oui, il y a le chat. Il y a le petit chat aussi qui est là, parce qu'il faut montrer que c'est un félin. C'est super bien le bruit du chat. Ouais, j'avoue. Mais pour le coup, voilà, les deux hommes vont s'affronter. Alors, ce qui est plutôt ouf, parce que Chuck Norris
arrive vers la fin du film. Oui. Ouais, voilà. Mais on retient que lui. On a l'impression qu'il est là plus longtemps dans le film alors qu'il est là pendant même pas 5 minutes. C'est ça, et bon, on voit qu'il est quand même hyper fort, et on se dit... Très poilu des épaules. Extrêmement très poilu des épaules. Ouais. Même moi, j'ai pas une touffe pareille. Non, mais... je tiens à le dire, il a un duvet, il a une espèce de tapis. Ah oui, non, mais là, c'est une moquette. C'est Mobalpa. Attends, d'ailleurs, je fais juste un petit truc. S'il vous plaît, ça va vous péter le truc, mais c'est pas grave. Allez regarder sur Internet. Vous tapez Bruce Lee versus Chuck Norris et vous rajoutez à la fin Careless Whisper, la chanson de George Michael. Terrible, cette vidéo, elle est à mourir de rire parce que juste en changeant la musique, il a gardé le truc. Mais le mec, en plus, dans le montage, il a gardé le truc plan par plan. Et t'as la musique de Careless Whisper qui arrive où tu les vois se dessaper tous les deux là. C'est génial, ça donne un autre sens au film. C'est à mourir de rire. Voilà, c'était juste pour avant de se lancer. Vas-y. Non, mais en fait, voilà, c'est l'affrontement final entre le gentil et c'est pas forcément le méchant. Tu vois, j'ai envie de dire, Chuck Norris, c'est pas le méchant de l'histoire. Non, c'est un mec c'est l'homme de main qui est missionné par ça. Il se rend compte qu'il a face à lui un combattant hors pair. Et on voit tout de suite que dans le combat, il y a un respect. Oui, et voilà. Ça, j'aime beaucoup dans ce combat. Et au départ, Chuck Norris va avoir la main sur Bruce Lee. C'est-à-dire que... il est en deux parties, le combat. Ouais, il est en deux parties. Hein. Ouais. Et c'est là, même on se dit, oh, Bruce Lee est en difficulté. Ouais. Bruce et Lee, c'est là qu'on se dit, Chuck Norris, il envoie quand même aussi. Puis il y a la fameuse scène, alors c'est pas très podcastique, mais quand il met son pouce sur la lèvre, Bruce Lee, pour voir s'il y a du sang. Et il saigne, tu vois. Ah oui. Et ça va être un peu un gimmick dans les autres films. Les gimmicks de Bruce Lee, ouais, complètement. Ouais. Et il se retrouve en difficulté, et même le spectateur se dit, waouh, l'adversaire est quand même assez dingue. Chuck Norris envoie, surtout qu'en plus on nous le prépare un peu avant, c'est-à-dire que on le voit affronter donc le combattant, le karatéka japonais, qui est coréen, mais vous avez compris, Wang Ying-sik, et il lui met une rouste. On voit qu'il enchaîne bien, il a ses fameux combos qu'il faisait aussi en compétition, le fameux coup de poing et le back fist retourné, la signature, quoi. Voilà, c'est la signature un peu de Chuck Norris qu'on va revoir à toutes les sauces dans Walker Texas Ranger. D'ailleurs, je vous invite à mieux écouter les paroles du générique et à traduire. C'est chaud patate. Ce qu'il met, c'est chaud patate. Voilà. On a une image de We are the ranger upon me. Bah, écoutez les paroles parce que c'est chaud. C'est vrai. Bref, mais en tout cas, on va avoir beaucoup de ces coups de pied signature. Et sur les coups de pied retournés, tu vois, c'est un truc qui m'a un peu plus choqué maintenant. Enfin, choqué, façon de parler. Il fait des coups de pied retournés un peu traditionnels. C'est-à-dire qu'il vient taper avec l'intérieur du pied, alors que lui, c'est plutôt un pratiquant de Tang-Soo-Do, et le Tang-Soo-Do va plutôt venir frapper avec le dessus du pied sur ses coups de pied retournés. Et c'est vrai que si tu regardes tous ces derniers films, il fait des coups de pied comme ça, parce que ce n'est pas à la mode Tang-Soo-Do. Pourquoi c'est pas lui? Mais parce que c'est non, mais il a été doublé, d'accord. Mais il a quand même fait quelques coups de pied retournés. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il a vraiment fait des coups de pied, et on sent que c'est peut-être le petit bémol de cette scène de baston-là, qu'il est pas ultra à l'aise sur ces coups de pied là. Parce que tout ce qui est coup de pied direct, les coups de poing, les coups de pied sur les côtés, ça passe très bien. Dès qu'il doit faire un coup de pied retourné, on sent que c'est un peu plus dur dans l'exécution. Il est beaucoup moins fluide que très compliqué, que Bruce Lee pour ça. On sait pas, peut-être que Bruce Lee tapait vraiment aussi. Aussi le truc, c'est qu'à un moment donné, t'es pas forcément à l'aise quand t'es pas prêt à te prendre. Ouais, alors je sais qu'apparemment ils ont beaucoup discuté, je crois qu'ils l'ont un peu chorégraphié ensemble, j'avais vu des infos là-dessus, et c'est vrai qu'on sent que là-dessus, même quand c'est en ralenti, tu sens la puissance des coups. Donc il y a un moment donné, je pense qu'ils tapaient un peu quand même, parce qu'ils étaient tous les deux des pratiquants aguerris. Donc à mon avis, je pense que ça a tapé dedans. Il va avoir
un shift. Un shift, voilà. Parce qu'on peut le dire, en fait, Bruce Lee ne se bat pas normalement. Non. Si tu te remarques un peu la posture, il est hyper tendu. Ouais. Il est hyper enraciné, comme l'est le karaté. Le karaté, très technique, très enraciné, très au sol. Voilà, pas relâché. Ouais, donc il est tout en puissance, en fait, Chuck Norris, dans cette première partie. Et le problème de Bruce Lee à ce moment-là, je sais pas si tu observes, c'est pour ça que cette scène-là, elle est vraiment intéressante, parce qu'ils sont dans le mimétisme. Il enlève son haut, Bruce Lee enlève son haut. Il y a plein de petites choses comme ça, ils se font, c'est un miroir l'un et l'autre. Ouais. Donc en fait, machinalement, sur ce premier combat, il le perd en fait au mental, sur cette première partie de combat, parce qu'il est dans le mimétisme en fait de Colt, et il joue en fait le jeu de Colt. Donc il va être enraciné. Et il va se rendre compte qu'en fait, à ce jeu-là, à copier à être un peu dans le mimétisme du personnage de Chuck Norris, à imiter les postures, à être dans les postures du karaté très lourdes, il va pas être relâché. Et quand il va voir qu'il perd le dessus, c'est là où il va shifter et il va se redresser. Tu le vois d'ailleurs, il va être plus debout et il va se relâcher et il va commencer à danser, parce qu'on ne l'a pas dit. En tout cas dans le film, il est présenté comme un pratiquant de boxe chinoise. Il fait de la boxe chinoise, comme il dit, qui sont en fait l'équivalent du kung-fu. Et là, il va commencer à adapter sa vraie technique, où il va être beaucoup plus dans la danse, beaucoup plus dans le mouvement, beaucoup plus dans la fluidité. Et d'ailleurs, il y a... Et là, il va reprendre le dessus, pour le coup. Je pose une bombe, mais j'adore ce film-là. Mais il y a une référence à Bruce Lee et avec son jeu de jambes dans Broken Arrow. T'as le combat... je m'attendais à Angel Merry. C'est pour ça que j'ai fait ces gros yeux. Non, t'as le combat entre John Travolta et comment dire, Christian Slater au tout début, combat de boxe. Christian Slater se fait défoncer par John Travolta. John Travolta lui explique l'histoire de Mohamed Ali. Ok. Et d'un seul coup, t'as Christian Slater qui fait un jeu de jambes et qui fait « Moi, j'ai toujours été Bruce Lee ». Et là, il met une rouste il faut que je revoie ce film. Ça fait à John Travolta. Tellement longtemps que je l'ai pas vu. Il perd le combat, voilà, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, dans cette deuxième partie-là, pour revenir sur la scène, Bruce Lee va prendre le dessus. Et il va se relâcher, il va être assez innovant dans les techniques. Il fait d'ailleurs son fameux coup, moi qui est une feinte que j'aime bien faire en combat, qui est feinter en bas et pour remonter à la tête. Donc tu vois, il va réussir à surprendre en fait Chuck Norris, enfin Colt, par son style pas académique, parce que le karaté est très, très carré, très ancré. Et c'est là où c'est marrant, parce que là on se rend compte que le combat va être perdu pour Colt, parce qu'à un moment donné, il va commencer à aller taper les genoux, les bras, etc. Ça va être compliqué pour lui. Mais avant qu'on en arrive là, le rôle va s'inverser, parce qu'à un moment donné, Colt va se dire, mince, je perds sur mes bases, je vais faire comme lui, je vais l'imiter. Et à un moment donné, il se met un peu aussi à sautiller. Et là, il se fait punir. Il se fait punir, mais quelque chose de bien, parce que finalement, il perd. Il a entre guillemets, il a lâché entre guillemets ses croyances de pratiquant pour essayer d'aller sur son terrain. Et finalement, il se fait rouster au même titre que Bruce Lee s'est fait rouster au début du combat. Et là, il se fait déglinguer, il lui pète un genou, il lui pète un bras. Et ce que j'aime beaucoup dans cette scène, que je vais conclure du coup, si tu me le permets, c'est qu'en fait, moi je l'ai interprété, maintenant avec du recul, je l'interprète comme un seppuku, en fait, un suicide. Oui, totalement. Parce que il sait qu'il a perdu, il y a un échange de regards, ils se comprennent en fait, ils savent quelle est l'issue du combat, ce que doit faire Bruce Lee. Et même si on sent qu'il en a pas envie, parce qu'après il a un gros plan sur son visage, on sent que il voulait pas faire ça, mais il n'y avait pas le choix. C'était un combat à mort, donc il fallait qu'il y ait une issue. Et Chuck Norris se jette contre lui, il se jette dans sa tête, dans son bras, il l'attrape, il lui fait un étranglement et terminé. Voilà. Et puis et ça se termine là-dessus. On sent le déchirement et c'est dur pour Bruce Lee, enfin en tout cas le personnage de Bruce Lee, Tang Lung, d'en arriver à cette finalité-là, parce que dans une autre vie, ils auraient peut-être été copains et à se partager plein de tips d'artistes martiaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va chercher son kimono pour le recouvrir et lui poser sa ceinture dessus et partir. Et là, je trouve qu'il y a une symbolique où on sent que les deux combattants se respectaient, mais qu'il pouvait y avoir qu'une seule issue, c'était la mort. Et j'adore cette scène. On pourrait y passer beaucoup plus de temps à la décrypter, parce qu'il y a plein de petites choses hyper intéressantes, parce que Bruce Lee a vraiment poussé vraiment le raisonnement. Et c'est vraiment une scène hyper intéressante. Et c'est ça que je pense derrière qu'il aurait voulu, parce qu'on le voit, les scènes de baston dans le jeu de la mort sont vraiment, vraiment super cool.
Et on sent que voilà, qu'il aurait pu aller encore plus loin dans cette réflexion de chorégraphie des combats en tout cas. Donc une chouette scène que tout le monde connaît, choix facile, mais on pouvait pas passer à côté, quoi. Non, impossible. Est-ce que tu voulais rajouter un truc peut-être? Non, je veux pas rajouter, mais par contre, je te propose un truc. Comme c'est la 50e, et à partir de cet épisode, je te propose qu'on rajoute quelque chose. Oula. Ouais. Et qu'on rajoute un peu les supports physiques. Où est-ce qu'on peut retrouver les films? Ah, ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a un DVD qui est sorti. Il y a un coffret. Il y a le coffret qui se trouve toujours partout. Ouais. Voilà, c'est un coffret qui est régulièrement réédité par Metropolitan. Chaque anniversaire de la mort de. Voilà. Moi, je sais que je l'ai chopé comme ça. Je l'ai chopé pour vraiment pas grand-chose. Ouais. Et vous avez à part le coffret, le DVD Opération Dragon. Là, on avait regardé, mais il y avait un DVD 4K de single avec une des nouvelles jaquettes. Oui. Qui est quasiment épuisé, on n'en trouve quasiment plus. Je sais que pendant un temps, moi j'étais tombé sur les 4 films dans un cache en 4K, mais ils les vendaient un peu cher. Donc, je les avais pas pris, et puis je me dis, est-ce que le 4K vaut le coup? Donc là-dessus, je vous invite à nous mettre en commentaire si vous avez eu le 4K entre les mains et si ça vaut vraiment le coup. Mais clairement, moi j'ai pas de matos pour lire le 4K. Non. J'ai les écrans, mais j'ai pas le matos, donc je cours pas après. Donc voilà. Je pense que ça. Et c'est uniquement le seul endroit pour les trouver, parce qu'après, sur des plateformes légales, je sais pas s'il y a un problème de droit ou pas, mais en streaming, actuellement, en tout cas au moment où on enregistre, il n'y a pas d'offre légale Netflix, Prime Video pour trouver les films. Vous pouvez les avoir à la location, mais sur de la SVOD, il y a malheureusement pas grand-chose, quoi. Et donc, mais ce que je trouvais, c'est hyper important, parce qu'on traite des films qui sont généralement sortent en DVD ou autres, ou qu'on peut voir. On arrive à le faire en général, parce qu'on s'est souvent servi d'un prétexte de sortie de film pour justement parler de... Mais pour le coup, je trouve intéressant ce truc-là, et puis on pourra même, quand les films se sont au final qu'aux États-Unis sur Arrow, on pourra citer Arrow, on pourra citer... bien sûr. Voilà. Alors, petite précision qui est hyper importante, pourquoi le coffret est hyper intéressant, parce que si vous avez encore les DVD de chez Metropolitan, les rouges, c'était très pauvre en bonus. Je crois qu'il y avait quasiment rien dessus. J'ai rien et souvent, ça profitait à d'autres éditeurs de sortir en fait des Jeux de la mort 2 ou même des trucs avec des documentaires sur la Bruce Lee. L'avantage de ce coffret Metropolitan, il y a absolument tout. Il y a tout. Et il y a un film en plus. Et il y a un film en plus, exactement. Je crois qu'il y a le Jeu de la mort 2. Et il y a je crois qu'il y a la version aussi. Et je crois que tu dois avoir probablement le premier épisode de Green Hornet. Je sais pas. Non. Là, j'ai un doute. Là. Il faudrait que je retrouve mon coffret. Mais en tout cas, ce coffret-là est bourré de bonus. Et hyper intéressant, des interviews, des analyses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et clairement, ça vaut vraiment le coup de le prendre parce qu'il coûte vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Écoute, dernier truc, on fait un petit coup de com'. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah oui, c'est vrai. Alors oui, pourquoi on fait ça? Parce qu'on met ça en place au bout de la 50e, parce que on le faisait pas jusqu'à présent, parce que moi j'avais mon podcast à côté et que toi t'avais pas forcément grand chose, donc ça faisait un peu le mec qui faisait son truc. Et depuis, je vais te laisser l'honneur de démarrer. Oui, toi, tu as lancé un nouveau projet. Et du coup, on peut te retrouver ailleurs que sur iKick. Tout à fait. On me retrouve dans la bande à jazz, où je parle de cinéma de genre. Voilà, cinéma d'horreur, cinéma érotique, thriller, voilà. Mais en fait, je parle de films... Petit coquin. J'essaye de parler de films qui ont été un peu oubliés. Et de partager en fait ce genre de film pour en fait que la jeune génération aussi puisse dire tiens, je voudrais bien voir ce film là, ou d'autres personnes, et puis mettre en lumière certains éditeurs DVD qui comme Artus, qui fait un joli travail de restauration, enfin qui met de patrimoine, on va dire, pour remettre en avant des titres de d'autres contrées. Espagnol, italien, et je trouve que c'est hyper important, et merci, parce que c'est toi qui m'as poussé à le faire. Un peu. Mais voilà. Donc mais c'était surtout, je me permets de rebondir là-dessus, c'est que je t'ai un peu poussé, parce que je trouvais ça dommage que t'avais on s'éclate sur iKick, pas de souci là-dessus. Mais t'as des marottes que tu tiens depuis maintenant quelques années, les Scream, les grandes sagas de l'horreur. T'as pas mal de choses que tu peux pas traiter parce qu'on a fait ce choix de s'ultra spécialiser sur les arts martiaux. Vous allez voir, on va un peu s'ouvrir aussi un peu au cinéma d'action pour aller chercher d'autres trucs aussi, notamment exclusivement sur la chaîne YouTube, parce que c'est
un peu connecté quand même malgré tout. Mais c'est vrai que toi derrière après tu t'es aussi gros consommateur de rom-com, de films d'horreur, etc. Et je t'ai dit mais purée, mais vas-y fonce. Et ça va te permettre de pouvoir reparler de choses que jusqu'à présent tu pouvais pas trop parler. Donc là, tu as démarré tout seul. J'ai démarré tout seul, mais il va y avoir des invités qui vont venir, et voilà. Mais pour le moment, je démarre tout seul, je fais mes petites marottes. Et puis, on retrouve aussi sur un vendredi sur deux, à la radio, dans la tête de jazz, sur Infini Radio, où j'ai ma chronique musicale. Web radio, du coup. Web radio, ouais. Où j'ai ma chronique musicale. Je reviens sur l'histoire de certaines chansons. Voilà. Ok, top. Et toi? Eh ben moi, pour ceux qui me connaissent, toujours sur Y a-t-il un pilote dans le manga, donc podcast sur l'univers des mangas, où le concept est de traiter justement du premier chapitre d'un manga et de justement de l'analyser, de voir un petit peu, de parler du dessin, de l'écriture, des références, etc. Mon podcast a quand même pas mal bougé, parce que moi, plus ça va, plus j'approche des 5 ans, puisque mon tout début, quand j'ai démarré le podcast, c'était avec Val, qui a eu des obligations, qui fait qu'il était un peu moins là, donc j'ai trouvé d'autres invités. Et là, on commence à revenir peut-être à une formule un peu plus standard, parce que j'ai intégré Batou dans l'équipe. Et je continue quand même de mon côté à recevoir des invités et à faire des émissions en solo sur des titres précis, parce que je peux pas les embarquer sur tout non plus. Mais on a déjà noté quand même pas mal de films sur lesquels on allait pouvoir... Enfin, des mangas sur lesquels on allait traiter et puis qu'on allait faire ensemble. Donc là, au moment où on enregistre, vous avez eu donc 2 épisodes qui sont sortis. On a parlé de Solo Leveling et pour l'instant c'est tout, on est que tous les 3, il n'y a que Solo Leveling, mais on devrait normalement, je sais pas s'il sera sorti au moment où on va sortir cet épisode, on devrait aussi faire Dreamland de Renaud Lemaire. Donc voilà, poussé par Batou, parce qu'il arrive aussi avec ses idées et avec ses propositions. Et pas Roger Lemaire. Et pas Roger Lemaire, ouais, tout à fait. Je sais pas si ça s'écrit pareil d'ailleurs. Ouais, ça s'écrit pareil en plus. C'est ça le pire. D'accord. Et de temps en temps, vous aurez des petites, pas des pastilles, mais des petits hors-séries sur les comics, parce que j'ai aussi envie de parler un peu de comics. Donc j'ai un spin-off intégré au flux de Y a-t-il un pilote dans le manga, qui est Y a-t-il un pilote dans le comics, pas trop foulé, où là je traite de comics. Donc t'es souvent avec Manga Badass. Ouais, Manga Badass est devenu un peu mon gars sûr sur certaines marottes de manga, et surtout sur le comics, parce que lui il a démarré il y a pas longtemps. C'est un gros consommateur de livres en général, mais il mange beaucoup de comics. Et puis comme on fit bien, on fait des trucs ensemble, et on a fait une rétrospective sur les Superman, Batman, les 4 Fantastiques. Et les 4 Fantastiques, c'est le pilote de Y a-t-il un pilote dans le comics, où on a ce principe justement de traiter du premier chapitre. Ok, donc voilà. Très bien. Bon, et écoute, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Aki dans ton podcast. Tu vas être sauvage. Oh. Ciao les gars. Ouais, et puis avec l'inflation et tout ça, à mon avis, c'est un film. Et puis c'est un film qui doit continuer à se vendre encore aujourd'hui. Et en fait, les héritiers de Bruce Lee. Sa fille. Ouais, sa fille, elle doit prendre. Et pour le coup, tu peux écouter au montage, j'ai compris. J'ai compris ma blague qui est complètement nulle. Mais c'est pas fait exprès. C'est vraiment pas fait exprès. Elle doit prendre au niveau de l'argent. Putain, t'as vraiment les idées mal passées. Si, je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cadre. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.